Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler du désir d'enfant et d'infertilité. Avec nos invités, nous explorerons les avancées médicales pour avoir un bébé, les accompagnements psychologiques et les réalités économiques de la maternité d'aujourd'hui. Nous poserons surtout une question clé. Notre société facilite-t-elle vraiment le fait d'avoir un enfant? La santé en mouvement spécial désir d'enfant, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir un gynécologue obstétricien internationalement reconnu et spécialiste en endocrinologie de la reproduction, en infertilité et en andrologie, le docteur Michael Greenberg. Bonjour docteur. Bonjour. On est ravis de vous avoir en plateau. Alors avant de commencer, on aime bien planter un petit peu le décor du domaine sur lequel vous intervenez. Comment a évolué la prise en charge de l'infertilité au cours de ces dernières années ? Alors elle a globalement augmenté pour de multiples facteurs, sans doute pour part liée à l'augmentation globale de l'infertilité. On a entendu beaucoup parler de l'altération de la qualité du sperme au cours des dernières années. Aussi sans doute pas mal parce que les femmes font des enfants de plus en plus tard. Et donc il y a une infertilité physiologique liée à l'âge. Et enfin, je crois aussi beaucoup de couples qui veulent plus trop attendre. Et on est dans une espèce de consommation de la reproduction et voilà, il faut aller à l'efficace. Donc si ça marche pas très vite, on va médicaliser rapidement. Vous trouvez que notre société est équipée pour gérer un peu un paradoxe entre l'égalité des hommes, des femmes, ces femmes qui ont les charges mentales malgré tout, parce que ça, l'histoire ne changera pas forcément? Alors, elle essaye de s'adapter. Après, on est dans un pays qui est quand même relativement favorisé. On essaye quand même de pousser au fait d'avoir des enfants. Donc, on a beaucoup d'aides. La PMA, par exemple, est prise en charge intégralement. La congélation des ovocytes pour les femmes, on en reparlera peut-être, sans motif médical, est prise en charge aussi. Donc, globalement, on a l'impression quand même qu'on favorise le fait que la population ait des enfants, même si il y a une tendance à ce qu'une frange de la population décide volontairement de ne plus en avoir. Alors justement, vous évoquiez la congélation ovocytaire, c'est devenu une option de plus en plus accessible. Expliquez-nous très concrètement comment se passe cette pratique pour les couples, pour les mamans, pour les gens qui désirent avoir un enfant. Alors globalement, la congélation des ovocytes, sans motif médical. On ne parle pas des femmes qui vont avoir un cancer, qui vont altérer leur fonction ovarienne. C'est des femmes qui veulent lutter contre la physiologie et le vieillissement ovarien avec l'âge. Et en gros, elles se projettent dans le fait de se dire « je veux des enfants à un âge où je serai peut-être plus si fertile que ça, et si jamais je dois avoir recours à une PMA, elle sera moins efficace si je le fais avec des ovules de 42 ans, donc mieux vaut avoir mis des ovules de 30 à 32 ans de côté pour les réutiliser le cas échéant si j'ai une infertilité. » Donc ça, c'est le rationnel. Donc ça se fait entre 29 et 37 ans en France, c'est intégralement pris en charge. Et en fait, globalement, l'objectif, c'est de faire une FIV dissociée dans le temps. On fait une stimulation ovarienne, donc c'est comme une FIV, une femme qui est traitée pour une infertilité, injection d'hormones pendant 10-12 jours, après ponction des ovules au bloc opératoire, donc il y a un acte opératoire, et on stocke les ovules, les ovocytes, c'est comme ça qu'on les appelle, pour éventuellement, si la femme en a besoin ultérieurement, de les décongeler, les féconder avec son partenaire ou un donneur pour faire des embryons qui seront remis dans l'utérus et donneront ou pas une grossesse. Je dis bien ou pas parce que malheureusement, on ne peut pas le savoir à l'avance et beaucoup des femmes seront déçues en dépit du fait d'avoir congelé et mis beaucoup d'espoir dans ces ovocytes congelés. Donc cette démarche, elle peut se faire en France désormais ? Elle peut se faire en France. On voit aussi une augmentation des demandes de PMA par des femmes seules ou en couple de femmes. Cette évolution, elle a été intégrée dans les pratiques de prise en charge de la fertilité ? Alors elle a été prise en compte mais en fait les lois de bioéthique nous ont imposé quasiment du jour au lendemain de la mettre en place. On n'était pas forcément équipés dans les centres avec des donneurs pas forcément en nombre à ce moment-là. Ça s'est corrigé effectivement. Mais oui, c'est une des nouvelles pratiques. C'est vraiment avant, il faut savoir que l'utilisation des donneurs de sperme, c'était pour les couples infertiles, les couples hétérosexuels, quand le partenaire masculin n'arrivait pas à produire de spermatozoïdes. Maintenant, c'est devenu finalement relativement fréquent. C'est vraiment devenu une part vraie de notre quotidien avec beaucoup de patientes, des patientes qui viennent en solo ou des patientes en couple de femmes qui ont aussi besoin de tiers donneurs. Alors, on parle également du diagnostic préimplantatoire. C'est une technique utilisée dans des cas assez spécifiques. Vous pourriez nous préciser dans quel cas justement ? Alors,
Le diagnostic préimplantatoire, l'objectif, c'est d'éviter de transmettre une maladie d'une gravité extrême à un enfant. En gros, c'est des familles des hommes, des femmes qui ont eu un enfant avec une maladie incurable le plus souvent, décédé ou pas, et pour éviter de transmettre cette maladie qui a une origine génétique identifiée, ils vont faire, alors qu'ils ne sont pas forcément infertiles, une FIV pour créer des embryons, et on va tester ces embryons pour s'assurer qu'ils ne soient pas porteurs de la maladie au moment où on les replace. Docteur, il y a beaucoup de couples qui se tournent toujours vers l'étranger pour des traitements de fertilité. Pourquoi ? Parce que, prenons l'exemple du DPI, on vient en parler, il y a 2 ans d'attente. C'est pareil pour le don d'ovocytes, il y a quasiment 2 ans d'attente. En fait, on est dans un pays où la santé est gratuite, entre guillemets, quasiment. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on génère des listes d'attente parce qu'on peut quand même pas prendre en charge des couples indéfiniment et sans limite. Et malheureusement, ça met une espèce de médecine à 2 vitesses où les couples qui ont la possibilité d'aller à l'étranger vont le faire moyennant finance. Il y a également la question du choix du donneur de sperme qui se pose pour certaines patientes. Les règles en France, quelles sont-elles aujourd'hui ? Alors les règles en France aujourd'hui, c'est les donneurs. Donc quand on a besoin de recourir à un tiers donneur, que ce soit pour un don d'ovocytes ou un don de sperme, le donneur ou la donneuse va être apparié sur des critères physiques, couleur des yeux, couleur des cheveux, couleur de la peau, poids, taille, sur l'éventuelle femme ou couple qui doit recevoir les gamètes de ce donneur. C'est un biologiste, en gros, qui va faire un choix parmi ces critères-là. C'est-à-dire que le couple ou la femme ou l'homme qui a besoin de ce tiers donneur n'a pas le choix, ne peut pas choisir son donneur à proprement parler. On ne peut pas avoir une photo, savoir ce qu'ils ont fait dans la vie, etc. Donc pour beaucoup, c'est un frein et certains vont se tourner à l'étranger où le système est beaucoup plus ouvert. Et c'est vrai qu'on voit des sites à l'étranger où vous entendez la voix du donneur potentiel, ses critères esthétiques, etc., voire intellectuels. Ça interroge nos lois de bioéthique. Ça interroge beaucoup, c'est clair. Vous soulignez aussi l'importance de l'information et de l'éducation en matière de fertilité. Pour vous, il y aurait des axes à améliorer. Ici en France, les patientes ne sont pas assez informées par leur gynécologue ou par les institutions ? Ouais, c'est très clairement une limite qu'on a et qu'on voit, mais pas uniquement en France, c'est partout. Les hommes, les femmes ne connaissent pas leur corps et ne connaissent pas le mode de fonctionnement pour avoir des enfants. Donc on est toujours très étonné de voir ces femmes qu'on a en face de nous qui comprennent pas comment ça fonctionne. Et ne serait-ce que la baisse de fertilité et qu'on est quasiment plus fertile à 40 ans, les femmes ne le perçoivent pas ou ne l'ont pas perçu. Donc il y a vraiment beaucoup besoin d'éducation aujourd'hui, mais éducation qui doit commencer dès le plus jeune âge finalement, adaptée à l'âge des hommes, des femmes. Et il faut éduquer pas seulement les femmes par rapport à leur fonctionnement, mais également les hommes par rapport aussi au fonctionnement des femmes, pour qu'ils comprennent que plutôt que de faire repousser à la femme un projet d'avoir un enfant en lui disant tu as le temps, tu auras le temps, mais non, on a l'impression qu'ils n'ont pas compris non plus, et que la fenêtre de fertilité s'arrête à 40 ans. Et vous mentionnez justement cette limite de prise en charge à 37 ans par la sécurité sociale. Si on dépasse cette étape, ça coûte combien d'avoir un enfant ? En fait, ça coûte. Aujourd'hui en France, on peut plus vraiment faire de PMA si on n'est pas dans le cadre de la prise en charge par l'infertilité. Mais globalement, il faut savoir qu'une fécondation in vitro coûte à peu près 5 à 6 000 euros. Une congélation d'ovocytes coûte à peu près 3 à 4 000 euros à la société à chaque fois qu'on le fait. En général, on fait 2 ou 3 cycles. Donc, il y a un coût pas négligeable. Mais en fait, c'est un pari. Si on veut réarmer démographiquement la société française, la France a mis le paquet là-dessus, en tout cas, et prend en charge ce qui est unique dans le monde. Que dites-vous aux patientes qui viennent vous voir à 50 ans, un peu plus parfois même, et qui veulent à tout prix avoir un bébé ? On parle souvent de la patiente, mais on ne parle pas forcément de l'enfant à naître. Alors, c'est très compliqué. Bien sûr qu'il faut penser à chaque fois à l'enfant qu'on va générer par ces techniques-là. On essaye. Alors nous, on a une loi de toute façon. En France, après 45 ans, la France estime qu'une femme après 45 ans ne doit pas accoucher. Donc la PMA n'est plus possible après 45 ans. Il faut savoir que dans ces âges-là, la grossesse ne peut être obtenue que par du don d'ovules, du don d'ovocytes, puisque les ovules d'une femme de 50 ans ne peuvent plus rien donner. Mais un utérus peut être compétent pour accueillir un enfant et développer un enfant, non sans risque d'ailleurs, même à des âges, on va dire, canoniques parfois. Mais c'est vrai que ça questionne, parce qu'avoir un enfant à 50 ans, va se poser la question pour cet enfant du regard des autres, parce que autant la PMA telle qu'elle est utilisée maintenant avec des couples de femmes, des femmes solo, ça va se démocratiser, on va en voir beaucoup. Les enfants vont retrouver des enfants qui sont identiques à eux.
autant les femmes de 50 ans qui accouchent, il y en a quand même très très peu, et c'est des gamins qui vont être stigmatisés nécessairement. Merci beaucoup, docteur Michael Grinberg. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien, spécialiste en endocrinologie de la reproduction, infertilité et andrologie. Et tout de suite, on entend souvent dire que l'endométriose ne permet pas d'avoir de bébé. Eh bien, on va vous montrer que c'est faux, et justement, il y a des tests qui le prouvent. Pour en parler, on a le plaisir d'accueillir Norbert Nabé. Norbert, bonjour. Vous dirigez le programme de santé publique au sein de l'entreprise Ziwig. Alors, Ziwig, qu'est-ce que c'est, Norbert, avant tout ? Ziwig, c'est une entreprise de biotechnologie française qui est spécialisée dans l'analyse de l'ARN salivaire par séquençage de nouvelle génération, enfin détection de ces petites molécules, et ensuite des algorithmes d'intelligence artificielle qui identifient leur configuration dans la salive à des configurations connues, et notamment celle du fait d'être malade ou pas de l'endométriose pour l'instant en tout cas. Et donc tout simplement, comment se passe ce test justement, où est-ce qu'il est pratiqué et à quel type de femme s'adresse-t-il ? Alors pour l'instant, c'est d'un point de vue pratique, c'est extrêmement simple. Il suffit de cracher dans un petit tube en plastique, n'importe où dans le monde, n'importe où sur le territoire. Évidemment, c'est un test qui est obtenu uniquement sur prescription médicale. Et ensuite, le tube voyage à température ambiante. Il est analysé dans un laboratoire que nous avons construit à Tercis-les-Mains dans les Landes, qui analyse 4500 tubes par semaine, et qui rend un résultat en 10 jours. Alors, le type de femme, aujourd'hui, le test est indiqué pour l'indication, pour le diagnostic de l'endométriose, dans le cas où la symptomatologie clinique est forte et où l'imagerie n'a pas permis de faire le diagnostic, l'échographie et l'IRM. Donc, ça un test qui arrive en 3e intention pour confirmer un diagnostic quand il est difficile à faire, ou pour poser un diagnostic à la phase très précoce de la maladie, puisque vous savez qu'il y a entre 7 et 10 ans d'errance diagnostic pour cette maladie. On permet du coup, enfin on l'espère, à l'avenir de proposer des prises en charge à des phases très très précoces de la maladie pour des personnes jeunes à qui on va éviter beaucoup d'examens et éventuellement de la chirurgie. Mais une fois encore, j'aimerais qu'on entende de votre bouche le fait que l'endométriose n'est pas incompatible avec le fait d'avoir un bébé. Ah oui, ça, Michael le dirait beaucoup mieux que moi. Mais l'endométriose serait responsable d'à peu près 40-42% des infertilités dites idiopathiques des femmes. Mais évidemment, et heureusement, il y a énormément de femmes qui sont atteintes par cette maladie et qui réussissent à avoir un ou plusieurs enfants conformément à leurs souhaits, que ça soit par FIV ou par voie naturelle d'ailleurs, la plupart des cas. Merci beaucoup Norbert Nabé. Je rappelle que vous dirigez le programme de santé publique de la société Ziwig. Restez avec nous, on marque une courte pause avant de retrouver l'importance de l'accompagnement psychologique dans le désir d'enfant. Le numérique pour tous spécial désir d'enfant, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission Infertilité et désir d'enfant, j'ai le plaisir d'accueillir Rachel Treves. Bonjour Rachel, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans la procréation médicale assistée et vous participez à l'accompagnement des personnes en PMA depuis plus de 10 ans. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelle mesure la dimension psychologique est fondamentale dans la réponse ou non au désir d'enfant ? Oui, je pourrais vous dire que le parcours de procréation médicalement assistée est un parcours extrêmement éprouvant pour toutes les femmes et les hommes qui empruntent ce parcours-là. Tout d'abord parce que l'annonce d'une infertilité en tant que telle est extrêmement violent à recevoir. Je pense que pour tout le monde, faire un enfant, ça paraissait assez simple. Donc quand le diagnostic tombe, que ce soit une difficulté ou une infertilité ou voire une stérilité, c'est extrêmement éprouvant émotionnellement. Donc déjà, à ce stade finalement de l'annonce, les psychologues ont un rôle à jouer auprès des patients. Après, tout au long du parcours, je dirais aussi que les traitements, eux, sont un poids extrêmement lourd dans leur vécu, dans leur quotidien, d'une vie assez chronophage où il faut faire des injections à heure fixe, à jour fixe, se rendre extrêmement disponibles. Donc il faut les accompagner finalement pour vivre le mieux possible le traitement. Il faut les accompagner dans leur quotidien, aussi au sein de leur couple, aussi. Donc il y a beaucoup de place finalement pour la part psychologique, en tout cas pour rendre ce parcours peut-être moins douloureux. L'accompagnement, il est plutôt fait pour faciliter la procréation ou plutôt pour accompagner le deuil, si on peut l'appeler ainsi, et l'impossibilité d'avoir un bébé naturellement ?
L'accompagnement, il est présent dans ces deux extrêmes, c'est-à-dire à la fois on est présent pendant tout leur parcours, toutes leurs tentatives, pour essayer aussi de penser avec eux, est-ce qu'il faut qu'ils continuent, est-ce qu'il faut qu'ils arrêtent, peut-être faire une pause, et à la fois effectivement quand le parcours doit s'arrêter, il est important de recevoir et d'accompagner les couples pour les aider à trouver un autre chemin finalement que celui de la parentalité. Donc on est là aux deux moments, à la fois dans la continuité, à la fois dans l'arrêt des parcours. Alors justement, vous parlez d'une alternative. Comment ça se passe quand vous dites à un couple il vaudrait mieux arrêter ? Est-ce que c'est difficile à entendre ? Est-ce que c'est comment vous ouvrez la voie vers d'autres alternatives qui sont tout à fait possibles, hein ? On peut être très heureux sans avoir d'enfants aujourd'hui, semble-t-il, dans la société. Comment ça se passe cette approche ? Déjà, la décision d'arrêter un parcours de PMA pour les couples est une décision extrêmement douloureuse. Je pense que ça se fait jamais sans douleur. Je pense que c'est même un acte assez courageux de leur part de réussir à trouver la force de dire stop. C'est pas la psychologue qui décide, c'est la psychologue qui les accompagne. Je pense que c'est vraiment hyper important que ce soit en collaboration avec leur gynécologue et les équipes médicales qui les accompagnent. Je discute souvent avec les gynécologues pour leur dire que ce serait bien même que eux donnent un coup de pouce dans cet arrêt-là, dans l'acceptation de cette décision, et que ça n'appartienne pas qu'au couple finalement de décider, et qu'ils soient soutenus aussi collectivement par l'équipe qui les accompagne. Et ça prend du temps, c'est un véritable deuil pour eux de renoncer à cette parentalité. Donc il faut accepter que ça prenne du temps et de pouvoir justement repenser à une autre forme de vie, à un chemin de traverse finalement, et de se dire tiens, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a plein de choses finalement à faire, mais sur l'instant de la décision, c'est pas simple. Et après, de prendre le temps de se dire est-ce que je vais investir un milieu associatif, m'occuper plus de mes neveux et nièces, changer de vie même, aller vivre ailleurs. Donc ça, c'est un accompagnement où on est extrêmement présent pour les guider, les aider. Et après, dire qu'une vie sans enfant est une vie réussie, certes, mais en tout cas, quand on a parcouru des années de chemin douloureux, ça met du temps à l'accepter et à le décider. Alors aujourd'hui, bien évidemment, vous accompagnez tout modèle de couple, hein, homme-femme, homme-homme, femme-femme. Est-ce qu'il y a une appréhension différente et un dialogue différent à instaurer ? Les parcours d'infertilité dans toutes ces différentes et nouvelles familles sont certes différents. C'est déjà différent parce que le regard sociétal n'est pas le même sur un couple hétérosexuel, sur des couples de femmes, sur des femmes seules. Déjà, ils ont la plupart recours aux dons ou à la gestation pour autrui pour les couples d'hommes, pas permis en France aujourd'hui, mais on les voit quand même en France et on les reçoit et on les accompagne. Donc de fait, il y a plein de questions dans leur procréation déjà à venir interroger avec eux et à venir soulever. Et il y a tout le regard de la société pour aussi les accompagner dans toutes les questions que ça comporte. Et justement, vous parliez des mamans solo, on va dire. Vous m'avez expliqué que vous les mettiez vraiment en garde avant de faire un bébé solo. Concrètement, qu'est-ce que vous leur dites à ces mamans ? Alors, je ne sais pas si c'est les mettre en garde, mais en tout cas, c'est vrai que c'est hyper important de les accompagner avant qu'elles prennent la décision, de savoir si elles sont conscientes de ce que c'est aussi une vie sans coparents, ce qui n'est absolument pas simple. Est-ce qu'elles ont les ressources finalement émotionnelles, psychiques pour vivre cette parentalité seule ? Est-ce qu'elles ont bien regardé si elles avaient le soutien nécessaire ? Parce qu'une parentalité solo, c'est rarement solo. Hein. Elles ont besoin beaucoup de leur entourage amical et familial. Donc on s'assure peut-être en amont de cette prise en charge-là et de ce parcours-là qui est parfois long aussi, parce que ça reste un parcours PMA, du coup ça reste un parcours incertain et douloureux aussi. Et elles sont souvent seules à faire face à tout ça. Donc c'est pas une mise en garde, en tout cas c'est de voir que tout est bien mis en place pour les accompagner au mieux et qu'elles vivent au mieux cette parentalité-là. On le sait, il n'y a pas de mode d'emploi quand on a un enfant, mais l'histoire à raconter à un enfant qui est né un petit peu différemment que ses petits copains. Alors Michael Greenberg disait tout à l'heure qu'en fait ces générations maintenant, elles seront beaucoup plus familières avec des nouveaux modèles, mais est-ce que vous accompagnez aussi les parents dans la narration justement qu'elles auront avec leurs enfants pour expliquer ce parcours ? Oui, tout à fait. C'est un travail de narration qu'on fait avant la conception de leur enfant, et c'est encore plus facile quand l'enfant est là parce qu'il y a vraiment une histoire à raconter. Ils sont toujours très attentifs, les parents et les futurs parents, dans ce qui est la façon dont ils vont raconter cette histoire, quels mots utiliser. Donc on les accompagne à bien comprendre que de toute façon un discours et un dialogue autour de leur mode de conception n'est pas le même quand un enfant a 3 ans, à 7 ans ou à 15 ans. Donc on élabore tout ça en séance, de savoir quels mots utiliser, quelle histoire raconter. Et c'est des histoires très personnelles et à la fois très belles de ce combat finalement, de cette aussi résilience à accepter de ne pas transmettre sa génétique quand il a fallu avoir recours à un don. Et bien sûr, on les accompagne et ça se fait assez bien.
L'important surtout, c'était d'accompagner les patients et les couples à sortir de la notion qu'il y avait pendant des années de la notion de secret. Et que pendant longtemps, les couples qui avaient recours aux dons ne racontaient pas l'histoire à leurs enfants ou avaient beaucoup de mal. Et c'était ça notre vrai travail, en tout cas pour les thérapeutes qu'on était dans ces milieux de PMA. C'était de leur dire qu'en fait, il n'y avait pas de secret, que c'était des très belles histoires et que c'était essentiel que leurs enfants soient au courant de leurs belles histoires et de leur arrivée au monde. Alors, on l'a entendu, Rachel, il y a de plus en plus de moyens de procréer, on va dire. Et paradoxalement, ça crée chez les femmes qui viennent vous voir une forme de culpabilité, de se dire la science avance à grands pas et moi, j'y arrive pas. C'est un sentiment que vous gérez aussi, la culpabilité? En fait, la notion de culpabilité, on l'entend beaucoup dans les parcours PMA, ne serait-ce que de ne pas réussir quand elles font leurs tentatives et les femmes principalement portent beaucoup le poids de la responsabilité des échecs. Et par rapport justement à ces nouvelles techniques qui ne cessent d'arriver, parce qu'il y avait l'insémination, puis la fécondation in vitro, puis le don, puis même la gestation pour autrui. Et c'est vrai qu'à la fois c'est merveilleux cette évolution de la technique, mais finalement peut-être qu'il y a des couples, même pas que des femmes, des couples qui auraient aimé s'arrêter juste après une insémination. Mais on leur dit souvent, mais il y a encore la FIV. Ah, vous n'avez pas réussi la FIV et ils ont fait déjà 5 ans de FIV. Mais il y a le don. Et je pense que cette technique, il faut être très vigilant entre eux. C'est pas parce que ça existe qu'on est obligé de se lancer dans ces parcours et que chaque individu a ses propres limites et qu'elles doivent être absolument respectées. Donc oui, peut-être que la technique médicale parfois engendre trop de culpabilité et qu'on pourrait dire non. Rachel, pour rester sur une note d'espoir par rapport à tous ces parents qui souhaitent avoir un enfant et qui travaillent des moments de doute, quels seraient les 3 conseils que vous aimeriez leur partager? Est-ce que j'ai des conseils à partager? Moi, je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Je pense que ça, c'est un peu ce que je viens de dire. Je pense que c'est pas parce que les techniques existent qu'il faut absolument y aller tête baissée. Je pense qu'il faut qu'ils soient absolument à l'écoute de leurs ressentis, de leurs émotions, que c'est des parcours quand même compliqués. Alors, c'est pas très positif, mais effectivement, de s'autoriser à faire des pauses, de s'autoriser à s'arrêter, de travailler la question du renoncement aussi, de pas s'épuiser pendant des années dans des parcours interminables. Oui, c'est surtout de penser à eux en tant qu'individu et en tant que couple. Ça, c'est absolument nécessaire. Merci beaucoup, Rachel Treves. Merci, Norbert et Michael. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.